Bonjour, 13e cours de culture scientifique, deuxième partie, une histoire de la théorie du Big Bang, mesures et hypothèses. Mais comment a-t-on mesuré les distances dans l'univers? Eh bien, la mesure de la circonférence de la Terre par Ératosthène, déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a été réalisée, et le rayon de la Terre par la même occasion. Donc on voit deux petites images qui nous permettent de comprendre. On va être donc en Égypte, on voit Alexandrie et Sienne. Donc il y a un obélisque à Alexandrie, bien sûr en Égypte, et un trou à Sienne, un puits. Donc on constate que le jour du solstice, à midi, lorsque le soleil était au zénith, les objets n'ont pas d'ombre à Sienne, aujourd'hui ce qu'on appelle Assouan, le barrage d'Assouan en Égypte, et donc que l'on peut observer le soleil au fond d'un puits. Ce phénomène n'a pas lieu à Alexandrie, 800 km plus au nord. Ératosthène mesure donc l'ombre portée d'un bâton à Alexandrie le jour du solstice. On voit que cette petite angle, c'est 7,2 degrés, évidemment qui se répercute avec le centre de la Terre. Donc si on reprend cette figure, on voit que la distance entre Sienne et Alexandrie était mesurée par des gens qui étaient spécialisés. Ils marchaient, ils avaient un pas régulier, et on pouvait compter comme ça le nombre de kilomètres entre Sienne et Alexandrie. C'est des gens qu'on appelait des bématistes. Et la formule utilisée, on peut calculer la circonférence de la Terre avec l'angle alpha, donc il y a un rapport avec le 360 degrés, et cette circonférence, donc ça va être D, la distance entre Sienne et Alexandrie, que multiplie 360 divisé par alpha. Alpha égale 7,2. Le résultat obtenu, c'était en stade, donc alpha 7 degrés 20, 2, ou 20 comme vous voulez, et bien la circonférence nous donne 46 660 km, et donc le rayon 7429. Je pense qu'on prenait la Terre sphérique. Résultat actuel, 39 942, et le rayon actuel, 6360. Pas mal. Maintenant, la mesure de la distance entre la Terre et la Lune. Aristarque de Samos, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, toujours en diamètre terrestre. Alors, comment est-ce qu'il a fait, Aristarque de Samos? Eh bien, il a attendu une éclipse lunaire, l'éclipse lunaire totale visible de tout l'hémisphère faisant face à la Lune. Donc la Lune, elle est dans le cône d'ombre, comme le Soleil est à gauche, il y a un cône d'ombre provoqué par la Terre. Lors d'une éclipse de Lune, on observe la largeur de l'onde de la Terre sur la Lune. La largeur de l'onde de la Terre est d'environ 2 diamètres lunaires au niveau de la Lune. En effet, en supposant que ce passage se fait par le centre du cylindre d'ombre, la longueur que doit parcourir la Lune dans l'ombre est de 12 800 km, rayon de la Terre 6400. Si la durée est de 4 heures, on déduit que la vitesse de déplacement de la Lune sur son orbite est de 12 800 divisé par 4, ce qui fait 3200 km par heure. Or, la Lune a besoin d'un mois, 700 heures, pour faire un tour complet autour de la Terre. Donc, la longueur de cette circonférence est de 700 fois 3200, c'est-à-dire 2 240 000 km. D'où le rayon de l'orbite recherché, 357 000 km, qui n'est pas une mauvaise estimation de la distance Terre-Lune. Maintenant, la mesure de la distance entre la Terre et le Soleil, par toujours Aristarque de Samos, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On le voit dans son traité sur les grandeurs et les distances du Soleil et de la Lune. Voilà ce livre. Donc, à 2 reprises dans le cycle des phases de la Lune, la ligne séparant la zone éclairée de la zone d'ombre divise le disque lunaire en 2 parties égales, la dichotomie. Si à cet instant on mesure l'angle alpha, on connaît les 3 angles du triangle TLS, Terre, Lune, Soleil. Donc on voit bien que TL sur TS, c'est égal à cos alpha, le rapport des distances Terre-Lune sur Terre-Soleil. L'angle alpha est évalué à 87 degrés, aujourd'hui c'est 89,5, et le rapport d'environ 1 sur 19, aujourd'hui c'est 1 sur 390. Il était extrêmement difficile d'évaluer l'angle, donc la mesure est pas très correcte, mais c'était quand même incroyable de tenter de mesurer la distance Terre-Soleil. Donc voilà ce livre, on pourrait prendre un petit peu de temps pour regarder ce qu'il y a de marqué dedans, c'est très intéressant. Les premiers moyens d'observation, évidemment, c'est avec les télescopes. La taille du miroir des télescopes ne cesse d'augmenter et double tous les 20 ou 30 ans à peu près. Les télescopes, il y en a énormément. On voit le premier, donc on pensait autour de Galilée. Galilée a prétendu l'avoir construit, mais pas du tout. On pense qu'il existait avant. Toujours est-il que, au XVIe, XVIIe siècle, les premiers télescopes, et aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, le domaine des ondes électromagnétiques, on voit les longueurs d'onde en mètres qui s'en vont de droite à gauche. On voit l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio. Et puis en haut, on voit des télescopes qui sont associés à ces longueurs d'onde. D'accord ? On voit la lumière visible qui apparaît, puis etc. Donc, les télescopes sont dédiés à des longueurs d'onde. Il faut être dans un certain domaine. Maintenant, on va revenir sur l'histoire. Charles Messier est l'auteur d'un catalogue de 103 nébuleuses du ciel profond en 1781. On note la différence entre une nébuleuse, une structure étendue bien définie, et une étoile qui a l'aspect d'un point lumineux. Vous voyez, dans le temps, on voyait ces nuages de gaz, là, qu'est-ce que c'est, on ne comprenait pas bien. Et donc, lui, Messier, va classer tous ces nuages qu'il voyait. Mais la nature d'une nébuleuse reste nébuleuse, effectivement. Remarque, aujourd'hui, les nébuleuses sont désignées par les nombres de Messier. Par exemple, la nébuleuse du Crabe porte la dénomination M1 et la nébuleuse d'Andromède M31. William Herschel, donc c'est le grand pionnier de la conception et d'utilisation du télescope.
le découvreur d'Uranus, dans la mesure de la distance des étoiles en siriomètre, en rapport avec Sirius, l'étoile la plus brillante, de la forme de notre galaxie et les nébuleuses. Donc on voit la planète Uranus en 1780, découverte par William Herschel, qui est un énorme télescope. Et découverte de la forme de notre galaxie, la Voie lactée approximativement une crêpe épaisse à partir de l'observation d'étoiles en 1785 et la dimension de la Voie lactée par rapport à la distance Terre-Sirius. Et 2500 nébuleuses, mais qui restent nébuleuses. Monsieur et Madame Huggins, donc un couple avec une grande différence d'âge, ils avaient 24 ans d'écart, fin 19e et début du 20e, premiers astronomes à avoir appliqué la spectroscopie, on est capable de décomposer la lumière en couleurs, et distinguer une nébuleuse, spectre d'un gaz chaud, comme la nébuleuse d'Orion. Et oui, on va être capable de voir les signatures spectrales des gaz d'une galaxie, spectre caractérisé d'une galaxie comme la galaxie d'Andromède, et de mesurer la vitesse des étoiles au cours des années 1860. Par exemple, on va prendre l'étoile de Barnard, entourée d'un cercle à gauche, et une des étoiles les plus proches de notre système solaire. En 1950, on voit le rond, et en 1997, elle n'est pas au même endroit dans le ciel. Prise à presque un demi-siècle d'intervalle, ces images montrent que l'étoile s'est déplacée de manière significative par rapport à toutes les autres étoiles. John Goodricke a la découverte des étoiles doubles en 1783 à 18 ans, et des étoiles appelées aujourd'hui céphéides variables, et il a 20 ans. Eh bien, il est mort à 21 ans, ça me rappelle Évariste Galois, quelques jours après avoir été élu membre de la Royal Society à 21 ans. Donc on voit ce qu'a fait Goodricke. Donc la variation de la brillance de l'étoile Algol est symétrique et périodique avec un minimum tous les 68 heures et 50 minutes, à l'instar d'une éclipse. On voit cette variation de la brillance entre son max et un min, puis hop, c'était périodique. Goodricke en déduisit qu'il s'agissait d'une étoile double, qu'une des deux étoiles était beaucoup plus faible que l'autre, que la variation de la luminosité globale était due au passage de l'étoile peu lumineuse devant l'étoile brillante au cours de leur évolution mutuelle. Génial. Et la variation de la brillance de l'étoile delta Céphéi est asymétrique maintenant, l'éclat de l'astre augmentant rapidement en un jour et diminuant lentement sur 4 jours. Donc il a observé différents types d'étoiles. En 1838, la première mesure en kilomètres de la distance entre la Terre et une étoile de la Voie lactée par la méthode de la parallaxe, méthode limitée à des mesures de distance d'une centaine d'années-lumière. Donc c'est par Frédéric Bessel, on est au 19e. Donc voilà, lorsqu'on regarde le ciel, on voit des étoiles. Donc c'est comme si ce soleil qui est au centre avec cette étoile 61 Cygni là, très éloignée, et on voit la valeur de l'angle qui est extrêmement faible. Les échelles ne sont pas respectées sur ce diagramme. La distance séparant la Terre de 61 Cygni est de 368 000 fois plus importante que la distance entre A et B. Donc c'est incroyable, ce qui explique pourquoi le déplacement angulaire est si infime. Et comment mesurer ça? Il fallait des appareils de mesure très très précis. C'est là où Galilée n'avait aucun argument pour justifier la rotation de la Terre autour du Soleil. Il fallait pouvoir mesurer une parallaxe, puisqu'avec notre doigt, on peut imiter le système solaire. Si on pointe avec notre doigt, on place notre doigt dans un angle droit de deux murs qui se rencontrent, eh bien, si vous fermez un œil puis vous ouvrez l'autre, eh bien, vous voyez votre doigt qui n'est plus placé dans l'angle du mur. Et c'est comme si le soleil était au centre sur l'arête de votre nez, que la Terre était à un endroit puis à l'autre autour de votre nez, et vous voyez votre doigt bouger, entre guillemets. Ben voilà ce qu'on aurait dû voir. Et il a fallu attendre Bessel, Frédéric Bessel, en 1838 pour voir ça. Donc Galilée n'avait pas d'argument. Voilà, alors on a fait j'ai fait une petite mesure, l'angle en radian, la distance, vous voyez, distance, c'est énorme quoi, 11 années-lumière de la Terre. La parallaxe annuelle, donc l'objet dont on veut mesurer la distance est observé 2 fois 6 mois d'intervalle. Grâce à la configuration des étoiles en arrière-plan, on peut calculer les angles ABE et BAE, puis on déduire la parallaxe θ. On a la relation D égale R sur θ. On est capable de mesurer des distances d'étoiles. Mais ça se limitait, on a vu, à une centaine d'années-lumière. Donc la mesure de la distance entre la Terre et les planètes, ainsi qu'avec les étoiles, par la méthode de la parallaxe. Maintenant, le fils de William Herschel, John Herschel, découvrit des milliers d'étoiles doubles, d'amas stellaires et de nébuleuses, et l'usage de la photographie en astronomie. Donc, ce qu'on retient de John Herschel, c'est la première photographie prise par John Herschel en 1839 du télescope de son père. Maintenant, une femme qu'on a de nouveau, comme beaucoup de femmes, oubliées dans l'histoire des sciences, Henrietta Leavitt. Donc, la méthode de mesure de la distance entre la Terre et les étoiles lointaines d'Henrietta Leavitt en 1912. Elle découvrit et catalogua des étoiles variables, les céphéides, qu'on a déjà rencontrées, situées dans les nuages de Magellan, plus de 2400 céphéides. En 1912, à partir de son catalogue, elle découvrit que la luminosité des céphéides variables était proportionnelle à leur période de variation d'éclat.
la variabilité d'une céphéide dans la galaxie M100, les 3 petites images représentent la céphéide à des dates différentes. On voit bien la luminosité augmentée. Donc, ce qu'a fait Henrietta Leavitt, c'est qu'elle a classé la brillance, la magnitude, la brillance, en fonction de la période de variabilité, les jours. Et là, elle a inventé une échelle logarithmique. Elle a transformé cette échelle linéaire en échelle logarithmique. Et on voit une droite se dessiner. La brillance des étoiles est mesurée en termes de magnitude, unité de mesure insolite, car plus l'éclat de l'étoile est vif, plus la magnitude est faible. Tenant. D'où l'échelle verticale de 16 à 11. On voit que ça décroît. Brillance maximale de chaque céphéide, brillance minimale de chaque céphéide. Les points entourés d'un cercle représentent une céphéide ayant une période d'environ 65 jours. La brillance varie de 11,4 à 12,8. Ce graphique à droite montre une relation simple entre la période de variabilité d'une céphéide et sa brillance, valable pour toutes les céphéides de l'univers. On est passé en logarithme. À retenir, la brillance d'une étoile diminue avec le carré de la distance de cette étoile par rapport à la Terre. Si une céphéide semble être 144 fois plus faible qu'une autre, avec une période analogue, elle doit être 12 fois plus éloignée. La découverte d'Henrietta Leavitt permit de comparer 2 céphéides dans le ciel et de déterminer la distance relative entre elles, mais pas la distance absolue en kilomètres de la Terre, d'aucune d'entre elles par rapport à la Terre. Donc on les classe en fait, ces étoiles. Maintenant, la méthode de mesure de la distance entre la Terre et les étoiles lointaines d'Henrietta Leavitt en 1912 a été confirmée, disons, on a pu l'utiliser parce que la mesure de la distance d'une céphéide par rapport à la Terre permettant de calibrer l'échelle de mesure d'Henrietta Leavitt et ainsi de déterminer la distance de chaque céphéide fut réalisée par une équipe d'astronomes comprenant Arlo Shapley et Ejnar Hertzsprung par une combinaison de techniques, notamment la parallaxe. Donc en 1924, le professeur Gösta Bittergleffler de l'Académie des sciences suédoise fut si impressionné par Henrietta Leavitt et l'ingéniosité de sa méthode d'étalonnage au moyen des céphéides qu'il voulut la proposer pour le prix Nobel. Elle était décédée d'un cancer 3 ans plus tôt. Donc ça c'est terrible. Pour les femmes, ça a souvent été le cas. Lorsqu'on a voulu décerner un prix, elles étaient décédées, on les a oubliées. Mais comment mesurait-on la vitesse des étoiles? C'est l'effet Doppler-Fizeau, le décalage spectral vers le rouge des ondes électromagnétiques. Doppler 1842 pour le son et Fizeau 1848 pour la lumière. Donc on voit des raies d'absorption position normale, on voit un objet et puis l'œil. On voit la période diminue, l'objet se rapproche, donc on voit la période diminue et la fréquence augmente. La raie d'absorption est décalée vers l'extrémité bleue du ciel si l'objet se rapproche de nous. Si l'objet s'éloigne de nous, la période augmente, donc la fréquence diminue. Donc les raies d'absorption sont décalées vers l'extrémité rouge du spectre. Dans le domaine des ondes radio, longueur d'onde de quelques millimètres à 30 mètres, il est inexact de parler de décalage spectral vers le rouge, puisque les longueurs d'onde correspondant à la couleur rouge sont de l'ordre de 0,7 à 0,8 micromètres, donc beaucoup plus courtes que celles des ondes radio. Alors voilà le spectre des ondes électromagnétiques. Donc on peut faire une petite expérience avec une grenouille stationnaire sur un nénuphar à la surface de l'eau qui émet toutes les secondes des vagues, une onde, espacée d'1 mètre. Donc les observateurs sur les 2 rives voient les vagues arriver à des intervalles d'1 mètre. Une grenouille dérive vers la rive droite à une vitesse régulière de 0,5 mètres par seconde. Eh bien, les observateurs constatent 2 effets différents. Dans la direction dans laquelle la grenouille avance, les ondes semblent se comprimer alors qu'elles paraissent plus espacées dans la direction opposée. Il s'agit d'un exemple de l'effet Doppler appliqué au milieu aquatique. Bien maintenant, cet effet Doppler-Fizeau, ça explique le décalage spectral vers le rouge des ondes électromagnétiques émises par des étoiles. Donc le décalage Doppler-Redshift dans le spectre de l'étoile Sirius observé par les Huygens, les longueurs d'onde de chaque raie ont augmenté de 0,015% par rapport au spectre du Soleil. Donc on voit sans décalage, décalage vers le rouge, décalage vers le bleu. Donc on a pu faire des calculs, regardez la longueur d'onde captée, la vitesse de l'émetteur, la vitesse de l'onde, et on a pu faire un calcul comme ça de la longueur d'onde captée, et donc par rapport à la longueur d'onde initiale. Et donc trouver la vitesse de déplacement de l'onde, moins 45 km par seconde. Mais comment détermine-t-on la nature des étoiles? Comment on sait ça? Donc on voit ce qui s'est passé au cours de la formation de ces étoiles. Donc on part du Big Bang. Alors là, on dit à 10-35 secondes au début. Avant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne faut pas dire l'instant zéro comme il y a marqué. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une énorme inflation à expansion de l'espace-temps. Donc au départ, il fait très très chaud. Donc c'est une soupe de quarks, d'électrons, de neutrinos, de photons et de leurs antiparticules. Et puis la température est 10 puissance 32, on ne sait pas, énorme, donc c'est énorme cette température. Puis la température diminue, il y a une expansion violente au tout début, puis ça se calme, 10 puissance 12 secondes, donc 10 puissance moins 32 secondes, pardon.
10 puissance moins 33, 10 puissance moins 32, 10 puissance moins 6, donc on a fait un bond. Une microseconde après ce début, eh bien on voit qu'il y a la naissance des neutrons et des protons. Et puis, 3 minutes après le début, le temps cosmique qu'on voit en bas, eh bien la température a énormément diminué. En Kelvin, la température, on est rendu à 10 puissance 8, apparition des noyaux d'hydrogène et d'hélium. Puis on passe à 380 000 ans, c'est un fameux moment, c'est-à-dire il y a 13,7 milliards d'années, 1 milliard c'est 9 zéros, donc 380 000 ans, bon, c'est un tout petit écart. Naissance des atomes d'hydrogène et d'hélium. 1 milliard d'années, on voit ces molécules qui se créent, etc. Puis 13,7 milliards d'années, c'est nous. Mais comment connaît-on la composition chimique des étoiles et des galaxies? Alors d'abord, revenons sur une triste erreur. La célèbre remarque d'Auguste Comte dans son traité d'astronomie populaire de 1844. Auguste Comte, grand philosophe, polytechnicien. Les astres ne nous étant accessibles que par la vue, il est clair, sous le premier aspect, que leur existence doit nous être plus imparfaitement connue qu'aucune autre, ne pouvant ainsi compter d'appréciation décisive qu'envers les phénomènes les plus simples et les plus généraux, seuls réductibles à une lointaine exploration visuelle. Cette inévitable restriction nous interdit donc, pour tous ces grands corps, non seulement toute spéculation organique, mais aussi les plus éminentes spéculations inorganiques relatives à leur nature chimique ou même physique. Le philosophe français ne pouvait se tromper plus lourdement. Une cinquantaine d'années plus tard, la lumière stellaire, la lumière des étoiles, allait livrer la nature chimique de ces astres inaccessibles par la technique de spectroscopie. Donc on est capable de mesurer la vitesse d'éloignement d'une étoile, et bien on est capable de connaître sa nature. La spectroscopie, la décomposition de la lumière blanche par Newton en 1665, on l'a déjà rencontré dans un fichier précédent. Donc on voit Newton avec son prisme décomposer la lumière en couleurs. Il reprend un autre prisme pour revérifier que la couleur bleue c'est une couleur fondamentale. Donc le spectroscope est inventé par William Wollaston en 1802. Joseph von Fraunhofer effectue la première analyse spectrale du Soleil en 1817 à l'aide d'un réseau. Voilà. Donc il y a un maximum dans le jaune. Le Soleil émet plutôt sur sa plus forte intensité. Dans le jaune, on voit toutes les couleurs du spectre. Pourquoi le Soleil est-il jaune lorsqu'il émet, alors qu'il émet de la lumière blanche? C'est une histoire de diffusion par l'atmosphère de la couleur bleue. La couleur est plus diffusée que les autres, donc il reste plutôt le jaune. Voilà. Le ciel nous apparaît donc bleu. On voit bleu, blanc moins bleu, ça fait jaune, d'accord. La lumière du soleil, il y a plus de jaune que d'orange et de rouge, donc le soleil nous paraît plutôt jaune-orangé. Pourquoi au lever coucher de soleil, la lumière du soleil nous paraît rouge? C'est une distance, la distance à parcourir est plus grande, il y a une plus grande diffusion de la couleur bleue. Voilà. Un petit peu de théorie, les 3 lois de Kirchhoff. Donc vous prenez une lumière blanche, une source, vous la faites passer à travers une fente qui traverse un spectroscope qui décompose, et bien vous voyez le spectre obtenu, c'est un spectre continu. Kirchhoff et Bunsen ont fait ça. Maintenant vous prenez un gaz chauffé. Donc cette lumière traverse une fente, traverse un prisme, et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, une signature spectrale du gaz, il émet dans certaines fréquences, certaines longueurs d'onde. Il y a des raies brillantes caractéristiques du gaz, ça veut dire le spectre d'émission du gaz. C'est comme ça qu'on va pouvoir regarder ce qui se passe, ce qui nous provient d'une étoile. Même gaz, mais maintenant traversé par la lumière blanche, Soleil, eh bien toutes les couleurs sont intérieures. Eh bien on voit ces fameuses raies spectrales qu'on avait vues à l'émission, eh bien là maintenant, eh bien on voit qu'elles ne sont plus présentes. Donc c'est la raie sombre ou absorption caractéristique du gaz. Donc quand vous prenez une lumière blanche, vous faites traverser le gaz, eh bien il absorbe certaines raies spectrales qui correspondent à son spectre d'émission. Voilà les signatures spectrales d'éléments chimiques. Et on voit le spectre d'une lampe à vapeur de sodium, spectre d'absorption du sodium, donc spectre d'une lampe à vapeur de mercure et spectre d'absorption du mercure, donc c'est incroyable les spectres de raie d'émission de l'azote, de l'hélium, du fer et du calcium. Les spectres de raie d'émission du soleil et d'autres éléments chimiques, c'est comme ça qu'on est capable de savoir de quoi est constituée une étoile. Une image de l'histoire de l'évolution de l'univers par la théorie du Big Bang, voilà une belle image qu'on avait déjà rencontrée. Alors c'est faux, bien sûr, on ne peut pas circonscrire l'univers dans un volume. L'espace et le temps, bien sûr, en 3 dimensions, non, il en faudrait 4. L'espace en 4 dimensions, nous ne pouvons prendre que 2 dimensions pour l'espace et 1 dimension pour le temps. Aujourd'hui, des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles à l'intérieur. Au début, on parle aujourd'hui d'énergie quantique, de fluctuation quantique, puis l'univers augmente d'un facteur 10 puissance 50, donc une énorme inflation de l'univers qui va se produire au départ. Que fait-on à LHC à Genève? L'observation de la matière telle qu'elle se présentait quelques instants après le Big Bang grâce au gigantesque accélérateur de particules. Donc effectivement, les grands collisionneurs, au CERN, le LHC, le LEP. Alors aux États-Unis, bien sûr, il y en a aussi. Et là, on revoit, donc à travers ce qui se passe dans ces accélérateurs, on voit les premières minutes, années de l'univers.
Donc on voit les premières secondes, là 10-43 secondes, ce fameux temps de Planck, je crois, la température de Planck, 10 puissance 32 Kelvin, et on nous dit phénomène découplage de la gravitation et de la force électronucléaire des particules. 10 puissance moins 36, 10 puissance 28 Kelvin, découplage des interactions fortes et électrofaibles. Donc découplage de la gravitation et de la force électronucléaire. Donc ça, on sait qu'il y a 4 types de forces. Hein. La force de gravitation, la force électromagnétique et la force nucléaire forte et faible. Donc c'est de ce dont on parle. Donc 10 puissance moins 36 secondes, découplage des interactions fortes électrofaibles, donc dans le noyau, là, mesure des constantes de couplage fortes électrofaibles, ou LEP. Alors il y a inflation cosmique, condensat de verre de couleur, donc on voit où est-ce qu'on a observé tout ça. 10-33 secondes, 10 puissance 25 Kelvin, plasma de quarks et de gluons, les constituants des protons et des neutrons. 10-12 secondes, 10 puissance 16 Kelvin, découplage des interactions faibles électromagnétiques. Donc boson intermédiaire, hein, alors c'est tout le bestiaire des particules. On dit 10-10 secondes, 10 puissance 14 Kelvin, les particules acquièrent leur masse, ce fameux boson de Higgs. Hein, donc on l'a trouvé. Hein. 10-6 secondes, 10 puissance 13 Kelvin, fin du plasma de quarks et de gluons, formation des protons et des neutrons. 1 microseconde après le début, pof, il y avait protons et neutrons qui allaient devenir des atomes. Donc tout ça, c'est observé dans des accélérateurs de particules. On fait justement un collisionné des particules, c'est une température énorme, et on observe ce qui s'est probablement passé au début de l'univers. 1 à 200 secondes, 10 puissance 10 à 10 puissance 9 Kelvin, nucléosynthèse primordiale. Les particules protons et neutrons vont s'assembler, deutérium, hélium, lithium. Donc voilà, c'est les expériences de physique nucléaire. Et 380 000 ans, donc 10 puissance 4 Kelvin à 10 puissance 3 Kelvin, 1000 Kelvin, recombinaison des électrons qui vont se faire piéger par les noyaux, et à ce moment-là, la lumière va pouvoir circuler, observation du rayonnement de fond cosmologique, Penzias et Wilson, hein, qui ont eu le prix Nobel pour ça, leur observation en 1965. Et les satellites qu'on envoie pour observer ça. Donc on voit aussi ce qui se passe dans ces grands accélérateurs de particules sous cette forme-là. On voit 10 moins 11 secondes, 0,1 microseconde, 1 microseconde. Donc les températures 10 puissance 12, 10 puissance 13, 10 puissance 15, soupe de quarks et de gluons. Hein, les quarks se lient pour former des protons et des neutrons, nucléosynthèse, formation des noyaux d'hélium. Premiers atomes se forment. Et on voit ce qu'on a pu observer dans les accélérateurs nous permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc l'univers avait augmenté d'un facteur 10 puissance 50, émission du rayonnement de fond cosmologique, donc on pense à 380 000 ans après le début. Donc voilà cette image qu'on a déjà rencontrée, hein, prise récemment par le télescope du satellite Planck. La couleur bleue représente la matière froide, la couleur jaune-rouge représente la matière chaude, probablement les prémices des premières étoiles qui formeront les futures galaxies. Maintenant, après cette émission du rayonnement diffus, eh bien, vous avez le développement des premières étoiles, 400 millions d'années après le début. L'univers augmente d'un facteur 1000, donc on ralentit son expansion. Il semblerait qu'aujourd'hui ça s'accélère, l'expansion. Développement des premières galaxies, planètes, dans quelques milliards d'années. Nous, notre Soleil, a 4,5 milliards d'années. L'univers visible est aujourd'hui à de 13,7 milliards d'années-lumière, ou plus encore peut-être. Hein. Donc les deux théories inconciliables pour l'instant pour l'univers, eh bien, on a la cosmologie relativiste, la théorie de l'infiniment grand, ce que les télescopes nous confirment. Et au départ, dans les accélérateurs de particules, la physique quantique, hein, qui, à travers sa théorie, nous permet de comprendre la théorie de l'infiniment petit. C'est pour ça qu'on parle de la théorie du tout. Bien, je vous remercie. Au revoir.